il faut absolument que cela apparaisse à nos yeux comme un mal pour un bien. Un mal pour un bien finalement parce que ça nous révèle nos faiblesses, ça nous révèle nos limites, les limites du système éducatif. Ça révèle un peu les conséquences des errances que nous avons connues dans la gouvernance du système éducatif. Et on dit que lorsque vous avez les éléments pour vous améliorer, finalement, ça devient une coïncidence heureuse. Donc cette crise peut apparaître comme un bien pour le système éducatif si nous savons faire la lecture qu'il faut et si nous savons surtout prendre les décisions qu'il faut. Quand je regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, les improvisations que nous essayons de mettre en place, on peut déjà se réjouir qu'il y a de petits changements qui ont commencé à s'opérer. Je prends l'exemple de la plateforme numérique à l'université. Nous découvrons cette manière d'enseigner aujourd'hui et on peut considérer que c'est le Covid qui nous permet d'aller vers ces solutions palliatives. Quand je regarde l'expérience qui est en train d'être faite au niveau de l'enseignement primaire, avec ce que l'INFRE a essayé de mettre en place avec l'aide de l'UNICEF, où on a invité des enseignants aujourd'hui qui font le cours, qui déroulent le cours pour que les apprenants puissent essayer donc de glaner quelques acquis. On peut donc finalement considérer que nous avons amorcé de petits changements pour nous adapter à la crise actuelle. Mais le Covid peut finalement devenir le pire pour nous, donc beaucoup plus difficile, si bien évidemment nous considérons que c'est une crise passagère et que nous ne prenons pas les décisions qu'il faut pour l'avenir, pour le long terme surtout, parce que les faiblesses qui se révèlent à nous sont des faiblesses vraiment très importantes, qui montrent que nous apparaissons comme complètement démunis face à cette sorte de crise. Et un système éducatif qui n'est pas assez résilient ne peut pas traverser les crises et se renforcer, il risque de s'enfoncer davantage. Quand je prends des exemples comme au niveau de l'enseignement privé, où vous avez des écoles privées qui ont eu un manque à gagner de plus de 15 à 20 millions en CFA, et qui finalement ont été obligés de mettre en chômage technique des enseignants. Quand vous avez des parents aujourd'hui qui n'ont pas pu faire reprendre les classes à leurs enfants, pour la simple raison qu'ils ne sont plus en mesure aujourd'hui d'avoir les moyens économiques de payer le reste de la scolarité, vous comprenez que le mal est profond et que si nous considérons que c'est une crise superficielle, on risque donc de connaître le pire. Si on considère le Covid comme une opportunité, c'est qu'on a tout gagné à travers cette crise. On a tout gagné. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord s'asseoir pour discuter. Parce que la crise, elle est soudaine. Personne n'a prévu ça. Et aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan de la recherche, on n'est pas préparé. Donc ce qu'un ministre de la Santé vient me dire à la télévision ou à la radio sur le Covid, c'est ce que lui et moi, on a entendu les Blancs dire. Donc quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui et dire que lui, il a la solution miracle. D'où la nécessité donc de discuter, d'échanger pour améliorer les solutions que nous pouvons trouver pour sortir de la crise. Parce qu'on peut être à une petite échelle et mieux vivre les réalités du système éducatif que celui qui est bardé de diplôme ou bardé de responsabilité qui peut décider finalement. Et quand on fait ça, je crois que c'est la première action qu'il faut que nous puissions engager, c'est nous asseoir pour discuter et nous entendre sur le minimum à faire pour qu'on ait le niveau d'adhésion qui permet de réussir les réformes qu'il faut. Il faut absolument des réformes aujourd'hui. Et une grande partie des réformes se trouve déjà dans le document que le gouvernement a appelé le PSE, le plan sectoriel de l'éducation post-2015, qui est un document qui, dans la théorie, a quand même balisé le terrain. Si nous enseignons et que nous discutons, ce document peut devenir le document de tout le monde dans l'école, pour l'école béninoise, et que nous puissions nous entendre pour voir qu'est-ce que nous commençons déjà à mettre en œuvre dans ce document-là. Moi, je pense que nous, en tant qu'enseignants, nous devons reconnaître que le Covid nous a mis à nu. Nous a mis à nu, déjà par rapport à notre formation. Il faut qu'on revoie les curricula. Moi, je l'ai dit, regardez, à l'université, on dit les enseignants-chercheurs. On n'a pas le sentiment, nous, pas peuple, on n'a pas le sentiment qu'il y a beaucoup de trouvailles. Aujourd'hui, quand vous regardez la gestion de la crise,
Ce que j'ai vu faire à l'université, c'est les dispositifs de lavage de mains. C'est déjà un pas, mais c'est un tout petit pas au regard de ce qui nous attend. Il faut qu'on puisse revoir les curricula de façon à ce que l'école prépare les enfants, prépare les jeunes à faire face, à s'adapter à n'importe quelle situation de vie. C'est ça qui nous permettra justement de gérer d'autres crises qui peuvent venir demain. Ça peut être des crises qui ne sont pas forcément sanitaires. Et pour ça, je pense que le rôle de l'école et de la famille doit être revu. Et regardez ce que nous faisons aujourd'hui, nous en tant que parents, c'est juste de dépenser de l'argent. C'est chercher de l'argent, sortir l'argent, payer le répétiteur, payer l'école, la meilleure des écoles pour les enfants et considérer que nous avons fini notre rôle. Il n'y a plus tellement cette connexion que nous devons connaître pour faire en sorte que le parent puisse accompagner le travail que l'école fait sur l'enfant. Et je pense également qu'il faut qu'on revoie le rôle de l'école privée. L'école privée, quand vous regardez les statistiques officielles aujourd'hui, en termes d'effectifs, c'est entre 22 et 24%. Et ce n'est pas négligeable, au contraire. Mais aujourd'hui, les écoles privées ont quel accompagnement de l'État? Quand vous avez des enseignants qui sont dans la précarité, mais vraiment dans la précarité. Vous avez des gens qui sortent de chez eux le matin, qui disent qu'ils vont travailler, mais qui sont quand même pauvres. Ailleurs, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui sont pauvres. Chez nous, vous travaillez, vous êtes travailleur, mais vous êtes pauvre. Et ça se retrouve dans l'école privée aujourd'hui. Donc, il faut qu'on puisse voir dans quelle mesure l'État peut accompagner pour que la contribution de l'école privée sur notre système éducatif s'améliore davantage et ne soit pas seulement en termes donc, de performance aux examens, mais qu'au quotidien, on puisse voir qu'il y a des travailleurs épanouis qui apportent le meilleur d'eux-mêmes, qui ont la sécurité de l'emploi et qui peuvent faire des propositions, faire des contributions qui permettent à l'école de grandir. Je pense également que le numérique s'impose. Le Covid impose le numérique aujourd'hui dans l'école. Et non seulement le numérique, mais tout ce qui est média. Tout ce qui est média, c'est un domaine que nous avons encore à explorer, qui est pratiquement inexploré dans notre pays, en tout cas dans le domaine de l'école. Et il faut que nous puissions apprendre ça. Et apprendre ça, ça consiste à demander à l'État de faire les efforts qu'il faut. Les efforts de couverture, les efforts de qualité dans la connexion, les efforts pour baisser le prix de la connexion, mettre la technologie à la disposition des écoles dans tout le pays pour que progressivement, ça ne soit plus quelque chose que nous faisons par accident, mais que ça rentre dans les habitudes et que partout nous puissions donc agir et permettre aux enfants d'apprendre avec le numérique pour nous apprêter à toutes les crises qui peuvent subvenir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est pourquoi j'insiste sur la qualité du dialogue social. Oui, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment qu'on s'entende sur ce qu'on appelle une conférence nationale. Parce qu'on a déjà fait dans ce pays les états généraux de l'éducation. Ensuite, on a fait 2 forums sur l'éducation avec le régime précédent. Et moi, j'ai participé aux 2 derniers regroupements sur l'école et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de folklore, beaucoup de théories, beaucoup de professeurs, de grands sachants qui venaient déployer leurs connaissances. Et finalement, ce n'est pas des choses ancrées sur nos réalités. Donc, si nous pouvons nous entendre sur le contenu qu'il faut donner, je crois que la situation nous permet d'avoir cette opportunité-là, vraiment, d'avoir une véritable conférence sur l'école, pourquoi pas, et de sortir de là avec les résolutions qui nous permettent d'aller de l'avant. Sur le plan du dialogue, je prendrai ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Par exemple, vous voyez, pour que la Côte d'Ivoire décrète la reprise des classes, le gouvernement a discuté avec les acteurs et ils ont choisi en fin de compte de faire une rentrée beaucoup plus sécurisée que chez nous au Bénin. Ce sont les classes d'examen qui ont d'abord repris, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Ça permet aux chefs d'établissement d'avoir la marge de manœuvre qui leur permet de faire respecter le minimum de mesures de sécurité. Donc c'est déjà la qualité du dialogue social dans ces pays-là. Dans notre pays, on est malheureusement encore dans la posture de considérer le syndicat, le citoyen comme étant quelqu'un de qui on ne peut rien avoir. Et donc on a encore ce que j'appelle le syndrome de l'intelligence achevée qui n'a besoin de personne pour avancer, malheureusement. Donc, en termes de bonnes pratiques, il y a déjà ça que l'on peut tirer des autres pour le dialogue social.
Et j'ai lu un peu ce qui se passe au niveau du Rwanda. Au niveau du Rwanda, c'est qu'ils ont très rapidement mis en place l'usage du numérique. Ils ont vraiment rapidement sollicité ça. Peut-être qu'ils étaient en avance sur nous en termes de couverture, en termes de technologie, mais ils ont rapidement fait ça. Ça a mis du temps chez nous.